François Bon, Lovecraft 1925-2025, on fait des petites transversales, mais qui peuvent rebondir très fort avec le centre même du projet. Moi, je ne connaissais pas Maurice Level. Vous connaissez Maurice Level? Ah, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, Maurice Level. N'empêche que... Alors, comment c'est venu? D'abord, là, j'ai un texte de Yoshi. C'est un livre de S.T. Yoshi. Voici la couverture. Vous voyez rien. Faites-moi confiance. Ça s'appelle 33 heures avec un cadavre et autres contes du Grand Guignol. Grand Guignol, c'est une publication de nouvelles extra brèves, 3 pages, 5 pages, quelquefois 4-5. Ça n'empêche pas que Maurice Level en a publié plusieurs centaines, probablement, et puis quasiment une bonne dizaine de romans. Moi, tout ça, vous pourrez faire le boulot. Moi, ce que je veux, c'est qu'on entre dans la langue, et puis qu'on retrouve un petit peu les problématiques Lovecraft. Il s'agit là d'un recueil de 39 nouvelles. Donc Yoshi, vous voyez ce lien direct avec Lovecraft. Qu'est-ce qu'il fait, Yoshi? Il prend 39 récits de Maurice Level, publiés dans des revues, dans des magazines aux USA. Et il en fait lui-même une retraduction. Il republie... Oui, parce que tout ça, dans les magazines, ça s'était fait à la va-vite. Il reprend le texte original de Level et il publie en américain. Là, je sais pas, ça date... Et il republie en américain. C'est 2016, on est dans encore là, vraiment dans notre présent. 39 récits de Maurice Level, traduits et publiés aux USA. Et donc l'image de Level aux USA, où il a une stature dans le monde de la fantasy, du fantastique, de l'horreur, un statut considérable, alors que Yoshi, c'est son premier étonnement. Il y a des récits traduits aux US qu'il reprend et qui n'ont jamais même été repris en recueil en France. Au point même que celui qui donne son titre au livre, 33 heures avec un cadavre, j'ai été incapable d'en trouver la version française, et je me suis même amusé. Alors peut-être on fera une deuxième vidéo, mais ça, je verrai bien les réactions à celle-ci. Là, j'ai pris 3 nouvelles, 2 courtes, une un peu plus longue, mais qui sont pour moi tellement significatives de Level, et celle-ci, 33 heures avec un cadavre, je l'ai retraduite en français d'après la version de S.T. Yoshi. On en est là. C'est quoi le titre de l'introduction de S.T. Yoshi? Maurice Level, l'auteur le plus oublié de la littérature française. Une fois de plus, c'est respect, merci S.T. Yoshi. Alors pour Lovecraft, comment ça a commencé? Vous savez que dans cette exploration là du journal 1925, et merci à toutes celles, tous ceux là qui nous font l'amitié de suivre, parce que les échanges, les développements, tout ça, c'est formidable. Un point d'appui essentiel pour moi, c'est toutes les... évidemment, les fictions de Lovecraft, on travaille avec en permanence. Mais il y a le continent de tous les écrits non-fiction, et ça, c'est chez Hippocampus Press, les écrits, volume 1 du journalisme amateur, et volume 3, tout ce qui concerne l'astronomie, la chimie, la relativité d'Einstein, les articles donc de vulgarisation scientifique ou d'interrogation, simplement, de curiosité scientifique, au moment où on découvre Pluton de Lovecraft, toute sa vie. Volume 4, les voyages, on en a parlé, c'est pourquoi, par exemple, ce travelogue de son excursion à Washington n'est pas repris, mais on a les textes sur
la Virginie, on a les textes sur le Vermont, et puis ce grand morceau assez imbuvable de une sorte de guide du routard pour aller explorer la vieille ville de Québec. Alors évidemment, nous, ça nous touche, et ce qui nous touche aussi, c'est les 2 séjours qu'il a fait à Québec pour rédiger ça. Et tome 5, alors là, c'est un peu tout, les textes de philosophie, mais beaucoup de miscellanées, titres hautement nobles, mais c'est là où j'ai découvert la transcription là, du Diary 1925, où j'ai découvert la première transcription du Commonplace Book, et bien sûr, c'est un chantier formidable, d'autant plus qu'Hippocampus Press nous propose un CD-ROM, où tout ça on l'a en PDF searchable, c'est-à-dire indexé, et c'est un outil de travail formidable. Et le tome 2, donc, Literary Criticism, et dans ce Literary Criticism, son essai sur l'horreur surnaturelle dans la littérature. Et dans cet essai que Lovecraft rédige, là, dans cette première moitié de l'année 1925, sa démarche, c'est de reprendre historiquement comment le surnaturel intervient progressivement dans la littérature. Alors, on a une page, par exemple, même plusieurs, sur le gothique anglais, Anne Radcliffe, le château d'Otrante à un endroit, ça c'est pas Radcliffe, c'est Horace Walpole. Radcliffe, évidemment, c'est les mystères d'Udolph, ce qu'il appelle simplement Udolpho. Et on a aussi une page formidable sur le surnaturel dans la littérature française. Et cette page, elle nous indique bien où sont les affinités de Howard Phillips Lovecraft. Ces affinités, elles sont dans le 19e, c'est Gautier, c'est Huysmans, c'est Maupassant, massivement Maupassant, tout simplement aussi pour l'accessibilité, parce que ce sont des traductions récentes qui sont dues à Edgar Saltus, Edgar Saltus qui est aussi un auteur de nouvelles, aussi un essayiste qui est très présent, il est tout proche là de Loveman et de leur petit cercle, donc c'est par les traductions de Saltus que Gautier, Huysmans, Maupassant lui arrive tout directement. Mais il parle aussi du Handisland de Victor Hugo. Il parle aussi de La peau de chagrin de Balzac, qui est un texte qu'il révère, qu'il a lu plusieurs fois. Il cite aussi, oui, il cite Louis Lambert. Oui. Alors, est-ce que Lovecraft, pour autant, a lu Louis Lambert et lu Sérafita? Justement, là commence autre chose. On est dans un essai qui vise à présenter un tableau global du surnaturel en littérature. C'est juste dire que pour chaque point, il a fait un travail là solide, mais aussi, alors c'est ça qui est étonnant dans l'introduction donc de St. Yoshi, je ne l'ai qu'en numérique, mais on le trouve évidemment facilement et je le mets à votre disposition à toutes celles et ceux là dans notre dossier là, du Lovecraft 1925, Maurice Level 1875-1926, donc c'est par rapport au Diary 1925, c'est l'année suivante que meurt Maurice Level, mais il publie depuis 1900-1902, donc à partir de ses 25 ans, il a fait des études de médecine, paraît-il, avant de se lancer dans ces histoires brèves, des histoires brèves qui sont toutes lestées, comme les fictions même de Lovecraft. Là, on va voir un texte travaillé avec la photographie comme déclencheur de fiction. Mais ce sera aussi le train, ce sera aussi la voiture, et ainsi de suite. Maurice Level, qui a publié 13 romans, des douzaines de pièces de théâtre et des centaines de nouvelles, était un des contributeurs vedettes du Grand Guignol théâtre. Aujourd'hui, évidemment, un continent là, de publications totalement disparu. C'est en donc 1902-1903 qui commence à être traduit aux USA, et le destin fera que bien avant là, ce 33 ans avec un cadavre de St. aussi, il y aura un volume qui sera d'abord publié à Londres, repris avec un titre plus
plus banales aux USA, comme les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Ce sont des tales, contes de la peur et de l'épouvante. Et alors que le premier volume publié, donc cette anthologie, qui sera publiée à Londres, elle s'appelle Crise. Et on a même en France, peut-être là, si vous avez une piste, merci de m'aider. J'ai mis tous des trucs en recherche depuis longtemps, en alerte là sur Abe, Books et autres. eBay, etc. C'est les moutons électriques. Les moutons électriques ont publié il y a quelques années un volume qui reprend la couverture en damier, magnifique couverture d'inspiration futuriste de ces crises, et ils ont repris les versions originales françaises des textes parus en anglais dans ce crise simplement, et c'était une édition à tirage limité, une rareté, et Mouton électrique a déposé la clé sous la porte là, je crois c'est fin de l'année dernière, au début de cette année, c'est un des trucs là qui nous restent ici, mais c'est comme ça, l'édition. Mais en tout cas, ce destin d'auteur le plus oublié de la langue française, avec les moutons électriques, c'est quelque chose qui dure. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Lovecraft? Donc, il parle d'auteurs, Hugo, Balzac, il parle de Flaubert. Oh, si Flaubert avait bien voulu être un peu fantastique, lui qui a écrit La Tentation de Saint-Antoine, avec sa force de phrase, qu'est-ce que ça aurait pu être? Quel dommage que ce soit cantonné au réalisme, dit Lovecraft. N'empêche que Gauthier, Huysmans, Maupassant, et il parle de qui aussi? Eh bien, de celui qu'il met encore plus haut, Baudelaire, puisque Baudelaire naît d'Edgar Poe. Lovecraft a bien compris ça, que c'est en traduisant Edgar Poe que Baudelaire installe sa poésie dans ce point précis où peuvent naître l'horreur et l'épouvante. Et il a chez lui, que tous les livres que j'ai cités, une anthologie de Baudelaire. Et Loveman traduit Baudelaire, son ami Alfred Galpin traduit Baudelaire, c'est quelqu'un d'immensément présent. Et dans ce tableau-là, celui qu'il place là, c'est Maurice Level. Maurice Level, qu'est-ce qu'il fait là? Et moi, je connaissais rien de Maurice Level, je savais rien de tout ça. Alors, si vous voulez bien, tout simplement, on va partir dans 3 brèves lectures. Alors, le destin aujourd'hui fait que, oui, il y a eu des rééditions, en particulier vers 2016-2017, mais c'est en impression à la demande. Alors, évidemment, on peut en trouver même aussi dans toutes les bases gratuites, puisqu'évidemment, c'est dans le domaine public. Mais on trouve principalement les romans, on trouve quelques recueils, et on trouve en particulier très facilement en numérique un recueil de 26 nouvelles qui s'appelle Les Portes de l'Enfer, mais oui, qui ne correspond pas, par exemple, à celles qui ont été rééditées. Là, c'est très joli ce petit livre, Les Aventuriers de l'Art perdu, la clé d'argent. Je ne sais pas de quand date ce bouquin, mais lui, au moins, se bagarre. Ben, oui, 2017, encore, introduction et notes, Philippe Gontier. Il parle beaucoup d'un Jean-Luc Beuard, qui a fait beaucoup, lui aussi, pour rassembler ça en print on demand ou en numérique, plusieurs recueils, mais au moins on a celui-ci qui nous met de plein pied, Maurice Level, La peur, les aventuriers de l'art perdu, faute d'avoir le mouton électrique. Et donc on trouve ultra facilement dans toutes les plateformes numériques pour Kindle et autres liseuses, Les Portes de l'Enfer, et je lirai une des 26 nouvelles des Portes de l'Enfer. Et puis, si vous voulez qu'on remette ça, ce sera volontiers pour 2 ou 3 autres. Et donc, une retranscription, réinventer en français un texte d'après la traduction de Esti aussi. Bah ouais, bah c'est comme ça, et on le fera. Maurice Level, La peur, tout simplement la nouvelle emblématique, et merci Philippe Gontier, merci Jean-Luc Beuard. Au moins, il existe en français l'auteur le plus oublié de la littérature française. J'étais à cette époque procureur de la République à X. Un matin, on va me prévenir qu'un homme trop malade pour qu'on puisse le transporter demandait à me voir. Je me rendis chez lui. C'était tout au bout de la ville, dans une maisonnette rustique, au fond d'un petit jardin très soigné.
Une vieille servante vient m'ouvrir. On me fit entrer dans la chambre du moribond. Quoiqu'au dehors il fit grand jour, les volets étaient clos. À la lueur d'une lampe fumeuse, je distinguais une pièce assez vaste, encombrée de meubles, de tentures, de bibelots sans ordre, au hasard, et sur le lit, dans un coin, une sorte d'être décharné, en qui semblaient vivre seulement les yeux, les larges yeux dilatés et brillants, et les mains sèches aux ongles longs qui caressaient le drap d'un geste lent et monotone, comme afin d'attirer vers elle le linceul qui se préparait. Je m'approchai. Du regard, il m'indiqua un siège près de lui, puis fit signe à la servante de sortir. La porte se ferma en grinçant sur ses gonds, et nous restâmes seuls. Alors, très doucement, sa tête sans cheveux, à la barbe tordue, s'inclina vers moi, et de sa bouche aux lèvres pâles glissa, entrecoupée et haletante, une voix lointaine et fêlée comme le tic-tac de ces vieilles horloges qui, sous le chaume, auprès de l'âtre agonisant, pleurent depuis des siècles par le soleil et par la bise, les jours, les mois et les années. Il parla. « Excusez-moi, monsieur, de vous avoir fait venir, mais je serai mort sans doute ce soir. Je tiens à vous faire une confession qui, si elle ne me met pas en règle avec Dieu, me laissera du moins en règle avec les hommes. J'ai bien songé un instant à m'adresser au curé de ma paroisse. J'ai pensé que pour ce que j'avais à dire, il valait mieux que ce fût à vous que je parle. Les prêtres, n'est-ce pas, n'ont point à connaître les causes, et pourvu que l'on se repente, ils absolvent du même geste de pitié toutes les fautes et tous les crimes. » Il s'arrêta, semblant se recueillir, puis reprit. « Vous avez devant vous un assassin. Si par ce mot on entend seulement un homme qui en tue un autre, sans chercher les raisons qui ont armé son bras et chaviré son âme jusqu'au crime. Un assassin. Ce mot, je le dis sans effroi, ayant depuis bientôt 30 ans pris l'habitude de me le répéter à moi-même à toute heure, pour qu'il ne m'effraie pas dans la bouche des autres. J'ai donc contracté une dette vis-à-vis de la société. Or, je vais la payer, cette dette, puisque je m'accuse devant vous et que je vais mourir. L'histoire est vieille. N'ayant pas loin de la trentaine, j'étais jeune à cette époque. Mes parents étaient encore vivants, riches, désœuvrés, sans métier. Ma fortune me permettant de ne rien faire, je voyageais beaucoup. Un soir, c'était au mois de février, je pris à la gare de Lyon le rapide de Nice. Il faisait très froid, il neigeait. Je m'installai dans mon compartiment avec ce petit frisson que l'on garde pendant quelques instants quand on quitte la rue pour entrer dans la maison tiède. J'étais tout seul. Je m'enroulai dans une couverture, les pieds sur la bouillotte, et je m'endormis. J'étais mal à mon aise, je fis d'étranges rêves, et tout à coup, comme le train ralentissait sa marche, je m'éveillai, tout engourdi, glacé. Il faisait toujours nuit. Les becs de gaz d'une gare jetèrent au passage une lueur blafarde sur le blanc des coussins. Puis, après le fracas des roues sur les plaques tournantes, le train stoppa dans le silence. Je voulus savoir l'heure, je tirai ma montre, elle était arrêtée. Je me levai, et par la vitre, j'essayais de voir l'horloge. Je ne la trouvais pas. Où étions-nous? J'ouvris le carreau. Une bouffée d'air froid me fouetta le visage. J'appelai un employé, il ne m'entendit pas, et je ne pus distinguer le nom de la station qui l'annonçait. Je refermai la vitre et me rassis. J'entendais haleter la machine et je comptais les coups de marteau qu'à la hâte un homme frappait sur les roues. J'avais très froid. Je me baissai pour tâter la bouillotte. Elle était encore tiède. Un coup de sifflet, nous allions nous remettre en marche, si vite que j'eus à peine le temps de me reculer. Un homme monta, la portière se referma violemment, nous étions en route.
je ne pus distinguer le visage de mon compagnon. Le col de son pardessus était relevé, les bords de son chapeau étaient rabattus sur ses yeux, mais je me souviens qu'au moment où il s'assit, une angoisse inexprimable m'étreignit à la gorge. Il était juste en face de moi, et je sentais ses jambes frôler les miennes. Il sortit une cigarette de sa poche et se mit à fumer. Je fermai les paupières, essayant de m'assoupir, mais le regard de l'homme me gênait. Je rouvris les yeux. L'homme fumait toujours. Il avait une allure étrange, et j'avais froid. Le train filait à toute vitesse en pleine nuit. Quelle heure pouvait-il être ? Je ne me souvins plus que ma montre était arrêtée. Je la tirai de mon gousset. Les yeux de l'homme arrivèrent en même temps que les miens sur les aiguilles. Ce sont là de ces choses qu'on ne voit pas, mais que l'on sent. En replaçant ma montre, je glissai ma main jusqu'à mon portefeuille. Il était là, dans ma poche. Je m'enfonçai de nouveau dans mon coin. Au bout d'un instant, je ne sais quel doute s'empara de moi. Il me sembla que je ne m'étais pas bien rendu compte si mon portefeuille était à sa place. Je le tâtai par-dessus mes vêtements, et pour bien me convaincre, je le sortis. J'allais l'ouvrir quand je sentis les yeux de l'homme sur mes mains. Je vous l'ai dit, j'étais jeune, j'étais vigoureux, mais il se passait autour de mon cerveau quelque chose d'étrange. Les gens qui deviennent fous doivent éprouver cela. Pour la seconde fois, je fermai les yeux et je compris. Oui, monsieur, je compris que l'homme allait se lever et tirer le petit rideau de la lampe. J'attendis un instant. Tout à coup, je vis derrière mes paupières closes, car si l'on ne distingue pas les gestes, les yeux fermés, on voit les lumières, plus ou moins intenses. Je vis son ombre se dresser, obliquer un peu sur la droite, puis se rasseoir. J'ouvris les yeux. Le petit rideau de la lampe était tiré sur le globe arrondi, et notre compartiment était plongé dans une obscurité bleue plus horrible que la nuit noire. J'avais encore plus froid. Je grelottais. Je me dis, c'est le petit jour qui va poindre. Et puis je réfléchis, je me répondis, tu as peur. Aussitôt ce mot de peur me revint, ne me quitta plus. Je pensais, tu es fou. Peur de quoi ? Peur de qui ? Et ma pensée se précisa, tu as peur de l'inconnu qui est devant toi. Je feignis de dormir. L'homme fermait les yeux. Je me dis, il sommeille. Et puis tout aussitôt, je songeais, il fait semblant. Et je vis, oui, monsieur, je vous le jure ici, je vis ses yeux s'ouvrir et se refermer brusquement devant les miens. Alors une terreur me prit, irraisonnée, folle, furieuse, une de ces terreurs qui font hérisser le poil sur le corps. Je compris qu'il allait se passer quelque chose d'atroce, d'inouï, qu'il y avait du meurtre entre ces planches qui roulaient éperdues dans la nuit. Je guettais l'homme comme les fauves guettent leur proie, et tout à coup, comme il le faisait un geste, je lui sautai dessus, je pris sa gorge à pleine main, et je serrai, comme dans un étau, sans regarder, sans voir. La tête bascula sur les épaules. Les pieds glissèrent. Le seul souvenir que j'ai conservé, c'est le chatouillement de sa barbe sur ma main. Par moments, je le sens encore aujourd'hui. Il fit passer les uns contre les autres ses doigts maigres. Je lâchai, le corps roula sur les banquettes, et je m'endormis. Je m'éveillai au grand jour. Nous entrions en gare. Je ne me souvenais plus de rien. Mes yeux tombèrent sur le cadavre. Je compris. J'osai le regarder. Son chapeau, écrasé dans la lutte, lui couvrait le visage. Un employé monta pour contrôler les billets. Je fis semblant de dormir. J'entendis un cri. « Au secours !» Une main s'abattit sur moi. On m'arrêta. Je feignis de tout ignorer. Toutes les questions se heurtèrent à cette réponse. Je ne sais pas. Je dormais. Puis, les preuves manquant, l'enquête sur mon identité écartant toute idée de crime, au bout de 4 jours, on me remit en liberté. Or, la veille de ma sortie de prison, on me confronta avec le mort. Pour la première fois, je pus voir son visage. Oh, monsieur, malgré
l'horreur de la strangulation et la bouffissure des traits. Si vous saviez quelle bonne figure il avait, le pauvre être. Et depuis, j'ai pensé souvent que s'il n'avait pas rabattu son chapeau sur ses yeux, je ne serais peut-être pas devenu un criminel. L'homme se tut, et dans la chambre triste où son regard fuyait vers l'inconnu prochain, il me sembla que j'entendais passer au fond des recoins d'ombre un râle d'agonie emporté par le vent. À cette première histoire, la peur, tout de suite, la réticence de Howard Phillips Lovecraft. Vous avez vu la langue magnifique, comme là encore, ces petits échos, l'homme qui frappe à coups de marteau, on dirait là, que ça vient directement des fleurs du mal, et j'entendis des coups sourds, etc. Mais Lovecraft, lui, ce qui le gêne, c'est qu'il n'y a rien de surnaturel. Il dit, Maurice Level, le suspense, l'épouvante, la façon de faire marcher le récit. Oui, pour lui, il est là avec les grands, terriblement surpris si on lui disait qu'en France, Maurice Level est resté inconnu, y compris que la brièveté même des formats d'histoire, bien sûr, on est plus court que du Maupassant. Mais cette brièveté associée là, justement à ces publications dans le Grand Guignol et tous ces journaux le matin, pensez donc aux 2000 et quelques faits divers de Félix Fénéon, on est dans la même famille, peut-être même ils se connaissaient, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de surnaturel. Lovecraft dit la force de Maurice Level, c'est de résoudre l'épouvante et la peur dans des figures logiques, des figures de raison. Et donc il n'appartient pas à ce qu'il considère lui comme étant son domaine. Et pourtant, ce rapport au réel, ces fantasmes qui vous amènent à la proximité directe des choses, des objets, des visages, des yeux, là, je vais dire une histoire qui s'appelle la photographie, on est dans ce même terrain que travaillent ceux de Weird Tales et Lovecraft en particulier, la photographie. Vous n'avez pas connu Atkins? Dommage, c'était un bien charmant garçon, jovial, toujours de bonne humeur, et qui, malgré ses 17 ans, avait déjà l'impassibilité souriante, avec la promptitude de décision d'un homme. Il venait à Paris tous les 2 ou 3 ans, avec son père, que ses affaires appelaient dans la capitale. Alors, tandis que M. Atkins, père, remuait des millions, lui flânait par les rues, allait au théâtre, voir les pièces nouvelles, suivait les réunions sportives, jamais fatigué, trouvant toutes choses bonnes et agréables. Au reste, comment aurait-il pu en être autrement? Ne s'embarrassant pas de vaines formules, prenant la vie comme elle venait, il ne s'étonnait de rien, à tel point que je suis persuadé qu'aurait-il vu son plus proche parent tomber par la fenêtre, pas un muscle de son visage n'aurait bougé. Dans ma famille, on disait que c'était un genre, qu'il n'était pas admissible qu'un garçon de cet âge fût doué d'un pareil sang-froid. Je finis aujourd'hui par croire qu'il n'avait pas tout à fait tort, car il fut le héros et moi le confident de la plus extraordinaire aventure que je sache. Ce jour-là, j'ai compris que le hasard finit par triompher des volontés les plus tenaces et des natures les plus fortement trempées. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis 2 ou 3 ans, lorsqu'il y a quelques mois, que, juste comme j'allais sortir, il entra, sans se faire annoncer. J'étais habitué à ces façons brusques, à ces apparitions soudaines, à ces disparitions identiques. Je ne fus donc pas étonné. Cependant, quelque chose me frappa de suite. Comme j'allais à lui, les 2 mains tendues, je remarquai je ne sais quoi de bizarre dans son visage. Ses traits étaient tirés, ses yeux brillants, un tic agitait ses lèvres qui tremblaient, tandis que son regard inquiet scrutait le mien et tous les coins de la pièce. Je lui dis « Mais bonjour, cher ami, que je suis content de vous voir. Depuis quand êtes-vous arrivé vous dîner avec moi, bien entendu ?» Il ne répondit pas directement à ma question. Me donna une molle poignée de main et d'une voix sourde, d'une voix qui n'était pas la sienne, demanda « Sommes-nous seuls ici ?»
Je demeurai surpris de la question, répondit « Certes, absolument, seul. Absolument, vous êtes certain. Excusez-moi, c'est que j'ai une chose si grave à vous confier, si grave que je ne saurais prendre assez de précautions. » Si ce n'est que cela, lui dis-je, vous pouvez être tranquille. Mes parents sont sortis, les tentures de cette chambre sont épaisses, et hormis vous et moi, il n'y a personne ici. Il fit bien, respira largement, ôta son chapeau, s'essuya le front, s'assit, plutôt s'écroula dans un fauteuil. Il prit un temps, baissa la tête, mordit ses lèvres presque bas, me demanda « Êtes-vous mon ami ?» Oh, ne me répondez pas à la légère. « Êtes-vous mon ami, c'est-à-dire un homme capable de me rendre service, un service auprès duquel sauver la vie à son semblable n'est rien ?» J'interrogeai. « Une affaire d'honneur ?» Il haussa les épaules. « Je sais, continuai-je, que vous êtes de taille à la régler tout seul, avec vos poings. S'agit-il d'une chose que vous désirez cacher à votre père? Avez-vous joué, fait des dettes ?» Il hocha la tête et dit « Vous n'y êtes pas. Du reste, ne cherchez pas, vous ne trouveriez rien. Non, il faut que vous soyez prêt à recevoir de moi une confidence. Mais avant de parler, il faut aussi que vous preniez l'engagement solennel, sacré, de ne pas m'en vouloir, de ne pas me retirer votre estime, de continuer à me considérer devant vous comme un parfait gentleman, et de me tendre la main lorsque je passerai le seuil de votre demeure, comme vous me l'avez tendu lorsque je suis entré. » Tout ce préambule était si mystérieux que je réfléchis un instant. « Vous voyez, me dit-il tristement, vous ne savez encore rien et déjà vous hésitez. » Il s'éleva, remit son chapeau, murmura « Allons, adieu !» Mais je l'interrompis, et lui mettant la main sur l'épaule, compassion, curiosité, l'obligeai à se rasseoir. « Du tout, je vous promets tout ce que vous voulez, je vous écoute. » Il ne me remercia ni d'un mot ni d'un geste et commença simplement son récit. « Voilà, je suis descendu ce matin à 10 heures à la gare Saint-Lazare du train qui vient du Havre, mon père devant me rejoindre ici dans 8 jours. Les quelques formalités de douane accomplies, mes bagages remis à une agence, je traversai à pied la cour du Havre et tout en flânant descendis jusqu'au grand boulevard. Mon intention était de prendre une voiture et de venir vous chercher jusqu'ici. Lorsque sur la place de l'Opéra, ayant vu l'entrée du métropolitain, l'idée me vint d'y monter pour voir comment c'était. Ah, je maudis cette curiosité bien innocente. Allez. Je pris un ticket, et en attendant le train, je me promenais de long en large. Il y avait très peu de monde. 4 dames, un petit garçon en costume de collégien et un grand monsieur blond qui arpentait le dallage. 2 minutes, 5, 10, le train avait du retard. Vous savez comme les conversations s'engagent vite entre gens qui attendent la même voiture. Le monsieur s'approcha de moi, me parla d'abord des irrégularités du service, puis à brûle-pourpoint me dit « Vous êtes américain sans doute, jeune homme ?»« Oui, fis-je. »« Moi aussi, ou plutôt je suis anglais, mais j'ai toujours vécu à New York. » Je suis jeune, mais aussi trop au courant des habitudes de Paris pour me livrer facilement avec un inconnu qui emploie le procédé classique consistant à se dire « votre compatriote », je répondis donc plutôt froidement. Mais l'homme, qui avait des yeux extraordinaires et un regard d'une telle acuité que j'en étais gêné, sourit et, devinant ma pensée avant même que je l'eusse formulée exactement en moi, rectifia. « Je ne suis pas ce que vous croyez, loin de là. Je suis mystérieux, un peu, cela je ne m'en cache pas, mais je suis heureux de voir un citoyen de la libre Amérique, parce qu'il faut... » Au fait, pourquoi tant de périphrases? Il tira de son portefeuille une photographie et me la remit. « Tenez, prenez ceci, gardez-le précieusement, c'est... » À ce moment-là, le train entra en gare à toute vitesse, tandis que nous causions. Des masses de gens étaient venus, tout le monde se précipita vers les voitures, les voyageurs s'engouffraient, s'empilaient. Je vis mon interlocuteur sauter dans un compartiment, le train s'ébranla. Je n'eus pas le temps de monter, je demeurai seul sur le quai, l'air très sot, tenant en main la photographie que l'inconnu m'avait remise. C'était une tête d'homme, très banale. La carte était usée, tordue au coin, et en travers, quelque chose était écrit, j'essayais de lire, impossible.
caractères m'étaient connus, mais leur assemblage formait des mots qui, à un premier examen, ne me parurent être ni de l'anglais, ni du français, ni de l'allemand, ni de l'espagnol, bref, aucune des langues usuelles d'Europe ou d'Amérique. Il était un peu plus de midi, je pensais qu'il était trop tard pour aller chez vous, je sortis du métro, me rendis directement à mon hôtel. Mais cette photographie, avec sa suscription bizarre, m'intriguait. Je la tournais, la retournais entre mes doigts, si bien qu'en arrivant, mon premier soin fut de demander à l'interprète « Dites-moi donc, vous savez ce que ces mots signifient ?» Il prit la carte, y jeta un coup d'œil, me la rendant vivement, murmura « C'est pas ». Et sans même toucher sa casquette, tourna les talons. Je n'attachais d'abord aucune importance à ce fait, surprise seulement de l'allure grossière de ce domestique dans le hall. Le patron vint à moi, obséquieux, s'enquit de mon voyage, de ma santé, s'assura que mes bagages avaient été montés à mon appartement. Je crus devoir lui faire savoir que son employé n'avait pas été très correct. J'agitais, je lui ai remis ce carton, il me l'a rendu sans me saluer. « Voulez-vous me permettre ?» fit le patron en tendant la main. « Volontiers, d'autant plus que peut-être pourrez-vous m'expliquer. » Or, à peine eut-il jeté un regard sur la photographie que sa figure changea brusquement. Il me toisa de la tête aux pieds, me jeta le papier plutôt qu'il ne me le rendit, et sortit. Je demeurais abasourdi, ça. Que signifiait son attitude à lui aussi? Qu'avait donc cette photographie de si extraordinaire que tout cela lâchait comme si elle leur avait brûlé les doigts? Je murmurais, j'en aurais le cœur net. Je m'adressais à la caissière. Là encore, l'effet fut identique. La fureur me faisait grincer des dents. Un voyageur passait, je m'approchai de lui, inventant en forçant mon accent une histoire bizarre. Il se pencha, regarda et violemment me repoussa avec un « Oh !» de colère et de dégoût. Ce n'était plus de la colère que je ressentais, c'était de l'angoisse, une angoisse réelle devant cette chose inconnue, inexplicable, que tous comprenaient, sauf moi, et qui devait avoir un sens effrayant, fantastique, à en juger par l'attitude des gens avant et après en avoir pris connaissance. J'en étais là de mes réflexions lorsque j'aperçus un garçon qui descendait des bagages qui ressemblaient étrangement aux miens. Je m'approchai, j'ai lu mes initiales. Le patron passait à ce moment, je le hélais. Que signifie? Cela signifie que je ne veux pas vous garder ici. Et de quel droit? Du droit que j'ai de recevoir dans mon hôtel qui me plaît. Eh bien, dis-je en tapant du pied, je reste. Je ne vous le conseille pas, car je requerrais alors le commissaire. Requérez, vous verrez bien, c'est trop fort. Quelques instants après, un commissaire arriva. Il ne me laissa même pas prononcer 4 mots et brutalement m'enjoignit de vider les lieux. Que faire? Je sortis avec mes colis. Dans la rue, je pris ma tête à 2 mains, me sentant devenir fou. Je repris la photographie. Je pleurais de rage impuissante. J'allais chez un traducteur juré, me disant « Celui-là, au moins, m'expliquera. » Ah bien oui. Il me jeta à la porte encore plus grossièrement que les autres. C'est alors que je résolus de venir vous trouver et de vous présenter, à vous qui êtes mon ami, ce papier fantastique. Mais encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit, je vous renouvelle le serment que je vous ai demandé. Donnez, dis-je, tenaillé à mon tour par la curiosité. Il déboutonna lentement son veston, ouvrit son portefeuille, le vida, le referma, murmura « Non, c'est pas là », et chercha dans l'autre poche intérieure, puis dans les poches extérieures, de côté. Rien. « C'est bizarre », fit-il. Quand il eut vainement exploré toutes ses poches, il palpa les doublures, ouvrit à nouveau son portefeuille. Sa figure, placide d'ordinaire, prenait une expression égarée. Je voyais sa face blêmir, ses yeux se creuser, ses lèvres devinrent pâles, ses cheveux se hérissèrent sur son crâne. Et soudain, il se frappa la tête à grands coups et se mit à hurler comme un forcené. « Elle est perdue! Elle est perdue !» Puis avant
que j'ai eu le temps de faire un geste, sans même prendre son chapeau, il se précipita vers la porte, bondit dans l'escalier. Quand je me levai, me lançai à sa suite, j'entendis la porte cochère se refermer sur lui. Je courus jusqu'à la rue, dans l'enchevêtrement des passants et des fiacres, je perdis sa trace. Depuis, il y a 3 ans de cela, je ne l'ai jamais revu. J'ai su par son consulat qu'il était enfermé dans un asile d'aliénés, fous furieux, incurables. La photographie a paru dans le numéro 26 du Petit Magazine de la Jeunesse, bravo la jeunesse, daté du 15 novembre 1906. Comme son titre l'indique, cette revue des éditions Pierre Lafitte était destinée à un jeune public, ce qui explique que les protagonistes du conte soient des adolescents, etc. Merci à Les Aventuriers de l'Art perdu, La Clé d'Argent et Philippe Gontier et Jean-Luc Beuard qui nous propose ce recueil de Maurice Lével. Si vous voulez bien, une 3e histoire, elle est parfaitement emblématique. Paris a mis en place son métro. Un Américain descend dans le métro comme dans un pays inconnu. Et dans le temps, plus la bousculade, plus l'entrée, plus le vacarme. Vous vous souvenez, à la fin de Montagne de la Folie, comme quand on veut décrire là le surgissement du monstre, on dit il faisait le même bruit que lorsque le métro de Boston entre et s'arrête à quai. Inventer de la fiction, l'inventer avec le présent, l'inventer avec le métro et ce qu'il déplace des repères de la ville, l'inventer avec la photographie. La photographie prise comme fiction est une photographie dont on ne saura pas ce qu'elle représente, sinon que ce que nous en a dit est tout à fait ordinaire et banal, sauf cette écriture indéchiffrable à celui qui reçoit la photographie. Mais ça, c'est exactement aussi Ortoulou. L'auteur le plus oublié de la littérature française, Maurice Lével, une 3e histoire. Elle est dans un recueil que vous trouverez ultra facilement sur toutes les plateformes de livres numériques libres de droit, puisqu'on est dans le domaine public. Le recueil s'appelle Les Portes de l'Enfer. On a 26 nouvelles. Je rappelle que Esti Yoshi a repris et retraduit un volume qui s'appelle 33 heures avec un cadavre, où sont regroupées 39 nouvelles de Maurice Lével traduites en américain, certaines appartenant n'ayant jamais été reprises en recueil en France. On n'a pas d'œuvre complète de cette œuvre proliférante de Maurice Lével. La maison vide, la serrure crochetée. L'homme entra, ferma la porte avec soin, prêta l'oreille, s'arrêta. Il avait beau savoir la maison vide, ce silence profond et cette grande nuit l'impressionnaient. Jamais il n'avait éprouvé à un tel point le désir et la peur de la solitude. Il avança la main, frôla le mur, poussa le verrou. Alors seulement, un peu rassuré, il tira de sa poche une petite lampe électrique et regarda autour de lui. La lumière projetait sur l'ombre des taches pâles qui dansaient à chaque battement de son cœur. Pour se donner du courage, il murmura « Je suis chez moi ». Il se mit à rire, puis pénétra dans la salle à manger. Tout y était d'une propreté méticuleuse. Autour de la table, 4 chaises étaient posées, une autre près de la fenêtre mirait dans le plancher luisant, ses pieds grêles. Un parfum vague de fruits et de tabac flottait dans l'air. Il ouvrit les tiroirs du buffet où quelques couverts d'argent étaient soigneusement rangés, songea « ça vaut toujours mieux que rien », et les mit dans sa poche. Mais à chacun de ces mouvements, les couverts, se heurtant, sonnaient contre lui, et toujours par crainte de ce bruit qui ne pouvait éveiller personne, il recula sur la pointe des pieds, négligeant des cuillères en vermeil et de petits couteaux à manche de nacre entrevus au fond d'un écrin. Pour excuser sa faiblesse, il dit « Ce n'est pas pour ça que je suis venu ».
Pourtant, arrivé auprès de la table, il demeura indécis, tâtant les fourchettes qui pesaient au fond de sa poche, hésitant à pénétrer dans le petit salon où l'ombre, grâce aux rideaux tirés, sans doute, semblait plus mystérieuse. Honteux de se sentir si lâche, il fit un pas, puis un autre, franchement, posément, comme un bourgeois paisible et pas poltron qui rentre chez lui le soir, sa partie achevée. Il n'avait plus froid, il n'avait plus peur, et avisant sur un meuble un flambeau garni de bougies, il le prit, l'alluma, et l'élevant un peu, examina les murs où, dans des cadres d'or, pendaient des photographies, les bibelots, le piano, la cheminée d'où montait une odeur de cendres froides et de suie. Il jeta encore un regard circulaire autour de la pièce, souleva d'un doigt quelques papiers, soupesa une statuette, la remit en place, repoussa le flambeau, souffla les bougies et poussa la porte de la chambre à coucher. Là, plus d'hésitation. Il se souvenait, pour y être venu quelques jours auparavant, sous prétexte de visiter l'appartement, de la place de chaque meuble, de la forme du moindre objet. Un coup d'œil lui avait suffi pour voir, et bien voir, la commode trapue où le vieux enfermait ses valeurs, le coffret où il devait mettre son argent, le lit à demi caché par l'alcôve et l'armoire à glace dont il pourrait tout à l'heure faire un rapide et peut-être fructueux inventaire. Il éteignit donc sa lampe et, sans heurter une chaise, le bras tendu, marcha directement vers la commode. Il en tâta le marbre, glissa la main le long de ses flancs comme un maquignon qui flatte le ventre d'une pouliche, et en bon ouvrier, un doigt de la main gauche posé sur la serrure, il chercha dans sa poche son trousseau de clés. Il était un peu moins calme que tout à l'heure. Ce qui l'énervait, ce n'était plus l'angoisse d'être seul la nuit pour voler dans la maison d'un autre, mais une hâte fiévreuse de joueur qui tient sa carte, la serre et la soupèse avant de la retourner. Qu'allait-il trouver dans une seconde? Des titres, des billets, et combien? Quelle fortune dormait pour une minute encore derrière le rempart d'une planchette? Il cherchait toujours son trousseau, sans parvenir à l'atteindre. Tout à l'heure, en mettant l'argenterie dans sa poche, il n'avait pas songé à en retirer ses outils, et tout cela s'était enchevêtré. Les cuillères passant dans les anneaux des crochets, les fourchettes entrecroisant leurs dents, se tordaient sous son effort, déchirant la doublure de sa poche, griffant sa peau. Pressé d'en finir, il tapa du pied, jura, serra les mâchoires et tira si brutalement que l'étoffe céda, tandis que fausses clés et couverts tombaient pêle-mêle sur le plancher, avec un grand bruit de ferraille. Il s'énervait toujours. Le but était si proche, et puis le temps passait, il ne se rendait plus très exactement compte de l'heure. Il lui semblait seulement que de longues minutes s'étaient écoulées depuis son entrée. La pendule, dont il n'avait pas jusqu'ici remarqué le tic-tac, battait sa courte et rapide cadence. À genoux devant la commode, il prit un des crochets, l'essaya, l'oreille collée à la serrure. Le pêne résista. Il en prit un autre, un nouveau, un autre encore, tournant à petits coups, prudent, rien, toujours rien. Gagné de nouveau par la colère, il éclata de rire. « Non, mais des fois, je ne vais pas ménager le mobilier. » Et saisissant un ciseau à froid d'une seule pesée, il fit sauter la serrure. Alors il ouvrit le tiroir et alluma sa lampe. Devant les billets épinglés par liasses, il eut un soupir de joie. Lentement, posément, il les prenait, les comptait, les regardait par transparence, puis les lissait d'un revers de main. Pour être mieux à son aise, il s'assit et continua ses recherches. Sous un rouleau d'or, il y avait un gros paquet de titres nominatifs pour près de 20 000 francs, une fortune. Il songea, quel malheur de laisser ça. Enfin, il les remit en place. Sur du butin, il s'attardait, soupesant les pièces d'or, lisant leurs millésimes, comparant la surface et le poids de celles de 50 et de 40 francs, avant de les faire disparaître dans la poche de sa veste. Il n'avait plus ni hâte, ni colère, rien qu'un grand sentiment de bien-être, de détente. La réussite
ayant chassé l'effroi. Une lourde voiture traversa la rue, ébranlant les vitres, faisant trembler les meubles et vibrer imperceptiblement les pièces éparses sur le plancher. Ce simple bruit le ramena à la réalité des choses. Il regarda sa montre, 4 heures, et pensa « Déjà ?» Ramassant les pièces sans les compter, il fouilla les autres tiroirs, mais il n'y trouva rien d'intéressant. Un peu d'argent avait été oublié. Il le mit dans son gousset d'un geste machinal, se releva, les yeux engourdis, et murmura « C'est pour mon dérangement ». Devant lui, sur une table, il vit encore un presse-papier en bronze. Il avait été assez sage, négligeant les bijoux et les titres nominatifs trop compromettants pour s'offrir, à côté de l'utile, un petit souvenir agréable. Il avança donc la main, mais dans le même instant, la pendule, dont le tic-tac pressé se hâtait vers l'heure, sonna un petit coup aigrelé, et il demeura la main allongée, les doigts ouverts. Le silence, un instant traversé par ce très faible bruit, semblait soudain pesant et solennel. Rien ne vibrait plus entre ces 4 murs, pas même le murmure imperceptible des étoffes dont les plis se tassent, ni le craquement du bois sec qui sommeille le jour et met des nuits et des nuits à mourir. Et ses oreilles s'emplirent du bourdonnement du sang qui travaillait dans sa tête, battant ses tempes, tendant ses vaisseaux. La peur l'avait repris, stupide, imprévu. La peur de ne plus rien entendre. D'où venait cet étrange silence qu'il n'osait troubler même d'un geste? Il avait lâché le bouton de sa lampe et dans le noir, les épaules rondes, tendant le cou, les narines ouvertes, l'oreille au guet, il se pencha vers la cheminée où tout à l'heure la petite pendule tapait si vite. Le tic-tac s'était tu. La pendule s'était arrêtée. Quoi de plus simple? Et cependant, un frisson courut le long de sa nuque. Il eut la sensation d'un danger sournois, immédiat, empoigna son couteau, alluma sa lampe et se retourna d'une pièce. Dans l'alcôve, sortant de l'ombre à demi, une face à la bouche entr'ouverte, aux yeux terribles, le regardait, et il sentit que sa présence n'effrayait pas cette face, que ses yeux ne fuyaient pas les siens, que cette longue main cramponnée au drap ne tremblait pas, que cette jambe maigre qui pendait hors des couvertures allait s'allonger, se détendre, qu'un homme allait enfin se dresser devant lui, le prendre à la gorge, et qu'il sentirait sur son visage le souffle de ce vieux pâle et impassible. Sans oser remuer la tête, il chercha la porte des yeux. Il ne songeait plus aux billets de banque oubliés à terre. Il songeait seulement à fuir, mais sous la menace de ce regard, il comprit que jamais il ne pourrait atteindre cette porte. Il devina que le vieux allait ouvrir la bouche pour crier « à l'aide !» et qu'après ce cri, il n'aurait plus le temps de s'échapper, sans plus réfléchir, d'un bond, comme une bête à l'attaque. Il se roua vers le lit, leva son couteau, et par 2 fois, avec des halètements de rage, l'enfonça jusqu'aux manches. Il n'y eut pas un cri, pas un râle. Seule la chute molle et sans écho d'un oreiller troubla le silence, et la tête retomba, un peu en avant du traversin, les lèvres entr'ouvertes et le menton sur la poitrine. Tremblant encore de peur et de colère, il recula d'un pas et contempla son œuvre. Sa lampe donnait une clarté si faible qu'il ne distinguait dans le désordre de la chemise froissée ni la trace de sa lame, ni le sang des blessures. Il avait dû frapper bien fort et bien juste, car la face du vieux n'avait point changé. Du premier coup rapide et formidable, il l'avait arrêté net en plein élan. En pleine vie, comme aurait pu faire une balle. Un orgueil lui vint de sa maîtrise. Il grogna, menaçant « Ah, tu étais là ! Eh bien, tu as vu, hein ?» Or, penché sur le visage immobile, la pensée lui vint subitement
tant les traits avaient peu changé, qu'il avait lardé la couverture, mais que le vieillard n'était pas mort, et qu'il le regardait toujours avec une souveraine ironie. Pour la seconde fois, il leva son arme et l'abattit, la releva, l'abattit encore avec une frénésie sauvage, grisée par le bruit sourd de la pointe trouant la poitrine, s'excitant à frapper par des jurons et par des cris, indifférente au danger d'éveiller la maison. La chemise n'était plus qu'une loque et la chair qu'une plaie. Seul le visage, qu'aucune blessure n'avait entamé, gardait son impassibilité redoutable. Alors l'homme, à demi fou, jeta la lampe et prit sa victime à la gorge pour frapper une dernière fois. Mais son poing droit, levé, resta en l'air. Un cri s'arrêta sur ses lèvres, car sous sa main il venait de sentir, non pas la chair humide et pantelante d'où la vie vient de s'échapper avec des flots de sang, mais une chair que nul frisson ne faisait tressaillir, froide, de ce terrible froid auquel rien n'est pareil, une chair morte, morte depuis de longues heures, et son bras retomba. Le crime, cependant, ne l'avait jamais effrayé. Souvent, il avait vu son couteau rouge. Il avait reçu au visage la giclée chaude lâchée par les artères crevées. Il connaissait l'odeur du sang, le râle du corps qui se vide. La mort qu'on donne n'est rien. Mais ça, un respect soudain éveillé en son âme d'assassin le tenait immobile, une terreur superstitieuse du grand mystère le glaçait. Il avait cru la maison vide. Il était entré chez un mort. Il avait volé près d'un mort. Un mort. Voilà donc d'où venait cet effrayant silence et cette ombre si calme. Et comme au loin, très loin, une horloge sonnait 5 heures, sans oser tourner la tête vers le butin oublié, sa casquette au doigt, avec une grande peur traversée par des souvenirs de prière, les yeux dilatés, attirés dans la nuit vers ce mort qu'il n'avait pas fait, butant contre les meubles, il sortit de la pièce, à reculons. Maurice Level, La maison vide. 3 histoires. L'auteur dit Esti Yoshi, puisque Lovecraft, dans son essai sur le surnaturel dans la littérature, et quoi qu'il reproche à Level justement de toujours rester à la rigueur, de s'en tenir à la rigueur logique et la raison, il le place avec Gautier, Huysmans et Maupassant comme les grands comme un des grands fantastiques français. Dans un article où il cite aussi Hugo, Balzac et Flaubert. Rien moins que ça. Maurice Level, on vient de faire connaissance.